Bonjour, belle rentrée à vous. Nous la passons ensemble dans ce nouveau numéro de Dialogue littéraire. Vous reconnaissez certainement ce lieu magnifique dans lequel on se trouve. C'est l'abbaye de Daoulas. Nous y sommes à l'occasion de l'exposition Liberté, Égalité, Diversité, en place jusqu'au 5 janvier 2020. La France est l'aboutissement d'une construction longue de plusieurs siècles. Elle propose une diversité de territoires, de langues, de coutumes et de populations. Dès lors, comment s'est constituée son unité ? Au fil de l'exposition, riche de témoignages et d'objets artistiques et historiques, vous pourrez le découvrir, guidé également par les interventions de grands spécialistes comme Hervé Lebras, commissaire scientifique de l'exposition, mais aussi Mona Ouzouf ou Daniel Maximin. Dans cette émission, Romain nous confiera ses premiers livres phares de la rentrée littéraire et nous reviendrons sur les éclaireurs et les lampes de poche, la programmation qui a animé la librairie cet été. La 3e édition des Éclaireurs vous a de nouveau séduit. Vous étiez nombreuses et nombreux à venir écouter l'astrophysicien Alain Riazuelo, le neuropsychologue Albert Mouquet-Hibert et l'économiste Christian Gaulier. Ici, retour en images sur les rencontres de Bertrand Perrier, Marie-France Irigoyenne et Maurice Hollander, ainsi que sur l'atelier lampe de poche mené par Yann Le Gatt et ses 10 petits aventuriers. Le premier renseignement de la prise de parole en public que j'ai reçu, c'était à l'école d'avocat, où là on se disait quand même... faut quand même pas exagérer, mais de façon assez paradoxale d'ailleurs, cet enseignement de la prise de parole en public pour les avocats, pour les élèves avocats, était donné par des comédiens. C'est-à-dire que les avocats se considéraient même indignes de transmettre à leurs futurs confrères ce qui constitue quand même le cœur de notre métier. Donc il y avait un paradoxe qui faisait qu'on confiait à des comédiens en manque de cachet. Et d'ailleurs, je vous indique que parmi ces comédiens en manque de cachet qui enseignaient la prise de parole en public à des jeunes avocats, disons à la fin des années 90 pour ne pas être trop vulgaire, il y avait un certain Franck Dubosc. Et donc finalement, le garçon a fait son chemin depuis. Je n'ai jamais reçu un enseignement, qu'il soit théorique ou pratique, de la prise de parole en public. Et donc, je m'étais dit, mais en fait, j'ai mis 20 ans à ce que ça rentre à peu près dans ma caboche. Et donc, si je peux, en 6 mois, condenser ce que moi, j'ai mis 20 ans à comprendre et à transmettre, bah, c'est peut-être pas inintéressant. Parce que vous savez très bien que parler, c'est une sorte de double mouvement. C'est d'abord aller trouver en soi le message que l'on veut véhiculer, qu'est-ce que tu veux dire, et puis ensuite l'exprimer vers les autres. Et donc, dans ce double mouvement-là, j'essaye simplement de jouer le rôle de catalyseur. Et donc, et après, je mets en forme pour que ce soit plus clair, plus convaincant, mieux articulé, mieux structuré. Mais en réalité, ça a complètement bouleversé ma conception de la parole, cet enseignement, et notamment cet enseignement de la Seine-Saint-Denis, puisque aujourd'hui, je ne concevrais pas de repasser le concours d'éloquence que j'ai passé, qui me paraît lunaire. Maintenant, toutes les pathologies psychiatriques sont classées sont répertoriées dans le manuel de classification des maladies mentales, qu'on appelle le DSM. Le trouble de personnalité narcissique existe dans le DSM depuis le numéro 3. À l'origine, il était très centré sur la psychanalyse. Maintenant, il est très centré sur le narcissisme excessif qu'on appelle le narcissisme grandiose, dont Donald Trump et la caricature, il coche absolument toutes les cases, abus de lui-même, a besoin que l'on parle de lui, a besoin de se valoriser. Mais ces gens-là, s'ils ont besoin d'en rajouter tellement, c'est qu'au fond, leur narcissisme est défaillant. C'est parce qu'ils ont une image fragile et même négative d'eux-mêmes qu'ils sont obligés de construire un mythe autour de ce qu'ils sont. Les narcisses vulnérables, il y a 2 types. Il y a un type avec une estime de soi basse. Au fond, ce sont des personnes qui ont quand même... C'est moins grave, on va dire. Ce sont des personnes qui ont quand même conscience qu'ils ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'ils voudraient donner à voir. Souvent, ces gens-là sont dans une séduction plaintive. Ils essaient de plaire tout en se posant un peu en victime. À côté de ça, parmi les narcisses vulnérables, on a un autre type qui est avec une estime de soi haute. Je pense que je suis le meilleur, mais que je suis injustement pas reconnu à ma valeur. Et que donc ces gens-là vont être plus dans un registre, ce que nous appelons sensitif, c'est-à-dire un petit peu parano,
C'est-à-dire, comment ça se fait que je ne sois pas au premier plan de la photo? Et la dernière catégorie de narcisses pathologiques, ce sont les pervers narcissiques, qui effectivement, il y en a. Et les pervers narcissiques, alors il n'y en a pas autant qu'on tente à le dire, mais réellement, il y en a certainement plus actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas fabriquer des récits, pour ne pas faire des interprétations qui produisent du crime et du meurtre de masse, parce qu'il y en a eu beaucoup récemment. Alors vous savez, je vais vous donner un... J'aime bien me référer à des textes. Il y a des textes de 1880. Je ne veux même pas dire son nom. Vous trouverez son nom dans mon livre « Sans histoire » si ça vous intéresse. James Darmesteter, il est prof au Collège de France et il réfléchit à ce que c'est la guerre et à ce que c'est l'extermination. Et il distingue les deux. Et il dit simplement, vous voyez des guerres. Il y a toujours eu des guerres, il y a des guerres. Une guerre, elle commence, elle se développe, elle se termine, il y a quelqu'un qui perd, quelqu'un qui gagne, il y a un accord qui se fait. Les guerres, elles peuvent être territoriales, elles peuvent être religieuses, elles peuvent être liées à la nourriture, il y a un tas de raisons. Et puis, il y a autre chose. Il y a la haine. Une haine sans fin. C'est lui qui parle, il utilise le mot inexpiable, qui est produit par l'idée sociale, écrit-il, de race. La race est une invention, une idée sociale moderne. Il dit quand il y a de la race, l'idée de race, que l'autre serait une race, il n'y a plus de guerre. Il y a de l'extermination. Parce qu'il faut que la totalité, la radicalité de cette race disparaisse de la planète à tout jamais. Ça, c'est un texte qui date de 1882. Ça fait il y a bientôt 150 ans. Et aujourd'hui, vous avez des grands pays modernes qui sont nos maîtres économiques et à penser. Et je vous dis les choses en toute... Parce qu'il ne faudra pas parler aussi intimement. Je ne fais pas partie de cette tradition française anti-américaine. Je n'ai rien contre les Américains. Mais comme beaucoup d'entre nous, on est effarés de voir ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, dans le discours du rapport à l'autre. Première question, où on se trouve? Sur le pont de Recouvrance. Ouais, très bien. On est sur le pont de Recouvrance, au-dessus d'une rivière qui s'appelle comment? La Pinfeld. Très bien. Et alors cette rivière de la Pinfeld, donc elle divise la ville de Brest en deux. Le quartier de Recouvrance, est-ce qu'il se trouve à droite ou à gauche? À gauche. À gauche, effectivement, c'est Recouvrance. À droite, donc c'est Brest, qu'on appelle Brest même. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens, en fait? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Très bien, c'est un centre militaire. Et qu'est-ce qu'on y construit dans ce centre militaire? Ou qu'est-ce qu'on y construisait? Ah ah! Des bateaux militaires, effectivement. Lorsque les grands bateaux, il y en a moins, mais lorsque les grands bateaux veulent passer et que la marée est haute, en fait, ils ne peuvent pas passer. Alors comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Le pont, les voitures, il y avait un stop et le pont, il se levait. Très bien, donc c'est un pont levant. Et en fait, il monte jusqu'à 54 mètres. Et c'est quand même assez haut. Ici au château de Brest. Alors, château de Brest, déjà, est-ce que vous pouvez me donner une idée? Est-ce que vous savez à peu près en quel siècle on a retrouvé les premières fondations d'un château à Brest? C'était sous les Romains. Sous les Romains, vers le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Et ici, qui habite là, dans ce château, aujourd'hui? Une duchesse. Ah oui, la duchesse Anne, effectivement, est venue en vacances. Elle n'a pas tout à fait habité, mais elle est venue en vacances ici. Mais aujourd'hui, qui habite dans ce château? Personne. Enfin, qui habite il n'habite pas vraiment là, mais... Personne. Bah si, il y a quand même quelqu'un dans ce château. C'est un château militaire, je croyais. Ah ah. Grande marine nationale. Ouais, alors c'est la marine nationale, donc c'est un préfet, le préfet maritime, qui a ses bureaux ici. Alors il habite un peu plus loin, mais il a ses bureaux ici. Alors un préfet maritime, en fait, qui surveille donc l'espace maritime français, les côtes françaises. Donc ça signifie que, si vous voulez, c'est le château de Brest, c'est le bâtiment militaire le plus ancien au monde. C'est-à-dire que depuis le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours occupé par des militaires. Et ça en fait un record mondial. Nous voici à la librairie Dialogue au rayon littérature en compagnie de Romain. Salut Romain. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, c'est la rentrée littéraire. Oui.
524 romans. Oui. Pourrais-tu nous éclairer un petit peu et nous donner quelques pistes, les lectures que tu as pu faire et qui t'ont beaucoup plu? On va tenter en tout cas, on va tenter. Oui, 524 romans, j'en ai sélectionné aujourd'hui 3. La sélection fut quand même difficile parce que j'ai quand même eu énormément de coups de cœur. Je vais commencer par le Cécile Coulon, qui a réellement été une vraie découverte, parce que c'est la première fois que je lisais cette autrice, qui est déjà, c'est son 7e ou 8e roman. Une bête au paradis, donc, qui est le titre de son roman, publié donc, chez l'Iconoclaste. Elle nous emmène en fait dans ce paradis, qui est une ferme au bout d'un chemin, perdu en pleine campagne. Dans cette ferme, il y a Louis le commis qui aide, le commis à tout faire, qui aide en fait dans la ferme. Les années vont passer et l'amour va apparaître. Une tension va se créer tout au cours du roman. Et nous, on ne le lâche pas en fait, ce roman. D'accord. Et il y avait également le roman de Sylvain Prudhomme. Exactement. Alors, Sylvain Prudhomme, moi, c'est un auteur que j'aime énormément. J'avais découvert avec Les Grands il y a quelques années. Cette fois, en fait, Par les routes, nous raconte l'histoire d'un écrivain qui va s'installer dans une petite ville dans le sud-est de la France. Et là, un peu par hasard, il va voir que dans cette ville, un homme y vit, un homme qu'il a connu des années auparavant, qui s'appelle l'autostoppeur. Il vit dans ce petit village avec sa femme et son enfant, mais sa grande passion, c'est de lever le pouce et de fuir. D'accord. Prudhomme nous raconte, se questionne en tout cas la fuite, et se met aussi à la place de ceux qui restent, justement, et qui attendent. D'accord. Voilà. Et donc, en troisième choix? Alors le troisième, ça fut également assez difficile, mais je tenais quand même à mettre l'accent sur un premier roman étranger, argentin, Cadavre exquis, publié par Flammarion, qui nous raconte l'histoire d'un futur proche, où les animaux ont été décimés. Le système n'a pas réellement changé, c'est-à-dire qu'on retrouve des labels de qualité, des bouchers, des abattoirs. Le héros travaille dans un abattoir, mais en fait la viande a été remplacée par les humains. On élève des humains pour manger, jusqu'au jour où le héros va apprécier un peu trop une des bêtes qui devrait être tuée. Voilà. Très bien. C'est dérangeant, mais voilà, ça questionne énormément de choses sur notre présent. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. L'émission de septembre, c'est fini. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles interviews passionnantes et des conseils de lecture géniaux. Thank you.